bonsoir. Spécial Antenne 2, demain soir, 21h45, Madame Alice Saunier-Céité, secrétaire d'État aux universités, dialogue avec 4 spécialistes des problèmes universitaires. Le ministre sait déjà que les organisations d'étudiants de gauche appellent à la grève générale dans l'enseignement supérieur à partir de demain matin. Que ceux qui n'adhèrent pas à la politique de réforme du président de la République s'en aillent, écrit Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui conclut son analyse de la situation politique actuelle par un constat d'échec de M. Jacques Chirac. Mais auparavant, un événement qui, dans son déroulement, réunit 2 aspects de l'actualité. Je veux parler de Paris-Roubaix. La grande classique du cyclisme a été le support ce matin et cet après-midi de 2 manifestations. Cet après-midi, des ouvriers d'Usinor qui protestent contre la restructuration de leur entreprise ont ralenti la caravane publicitaire. Ce matin, des groupes d'ouvriers grévistes du Parisien libéré ont bloqué l'ensemble de la course pour rappeler à l'opinion publique leur désir de négocier avec le PDG du Parisien libéré, M. Émilien Amaury. Et pour ce faire, ils ont répandu sur une 50aine de mètres plusieurs milliers d'exemplaires du Parisien libéré, juste devant la demeure de M. Amaury, à Vineuil-Saint-Firmin. Des tonnes de papier en vrac que les coureurs ont dû franchir à pied. Des clous ont également été semés sur la chaussée, il y a eu quelques crevaisons, des voitures suiveuses détournées. Finalement, les ouvriers du livre se sont dispersés sans aucun incident et les coureurs ont pris le départ avec une demi-heure de retard. C'est la course la plus belle, la plus dure, la plus impitoyable aussi. Cette année, elle a encore été digne de sa légende avec son enfer du Nord, où l'on va pénétrer dans quelques instants avec le français Sibyl. Deschutes, Schuiten, Mertens, Poulidor, qui a crevé 5 fois, de même Merckx. C'est De Vlaminck ici qui a déclenché la bagarre, laissant 25 coureurs en tête. Danguillaume et Poulidor étaient de la fête, mais 4 hommes pénétraient ensemble sur la piste de Roubaix. De Vlaminck, De Meyer, Moser et le champion du monde Kuyper. Regardez bien ce sprint, De Vlaminck l'a lancé. Mais il devra rétrograder, remonter par De Meyer, 2e Moser, 3e De Vlaminck, 4e Kuyper. Danguillaume, 1er français, 8e. Poulidor, dans une forme éclatante, 13e. 154 coureurs au départ, 38 seulement à l'arrivée. Plus qu'un symbole. L'échec de M. Chirac, c'est ainsi que M. Jean-Jacques Servan-Schreiber a titré l'éditorial du numéro de l'Express qui sort officiellement demain matin, mais dont les premiers numéros circulent dans les rédactions et dans les milieux politiques depuis hier soir. En gros, le raisonnement de l'ancien président du Parti radical s'articule en 3 étapes. Première étape, dit M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, Jacques Chirac n'est pas l'homme capable de remplir la mission confiée par le président. Il neutralise l'âme de la majorité, il divise cette majorité en refusant le débat de politique générale, et il durcit le climat des rapports entre la majorité et l'opposition. Deuxième étape du raisonnement, ces options du Premier ministre sont en parfaite contradiction avec la politique de réforme sur laquelle le président de la République a été élu. Donc, conclut M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, il y a divergence profonde que M. Chirac soit mis à l'écart. M. Jean-Jacques Servan-Schreiber est sur le plateau d'Antenne 2. Nous allons aller plus loin avec lui dans cette analyse. Mais auparavant, voyons ce que répond M. Jacques Chirac. Bien évidemment, le Premier ministre a eu connaissance de l'édito de M. Jean-Jacques Servan-Schreiber et il lui a répondu tout à l'heure en sortant de la Convention nationale de l'UDR Jeunes. Jean-Jacques Servan-Schreiber est un homme d'intelligence tout à fait remarquable et qui nous a souvent habitués à des prises de position un peu spectaculaires. Cette fois-ci, il a cru devoir en faire une à mon détriment. Eh bien, j'attends la prochaine avec confiance. Jean-Jacques Servan-Schreiber, le moins qu'on puisse dire, c'est que Jacques Chirac n'est pas très rancunier. Pourtant, vous avez été dur avec lui. Vous lui en voulez personnellement? Alors là, vraiment pas. Mais je répondrai, si vous voulez, sur sa réponse. Je trouve que sa réponse est en effet modérée et prudente, mais c'est pas le problème. Nous ne sommes pas là pour nous faire des amabilités, ni d'ailleurs pour nous injurier le moins du monde, mais pour dialoguer sur le fond, sur le problème de la politique, sur les aspirations des Français. Nous arrivons à un certain nombre d'échéances. Le 2e année du septennat va bientôt arriver à cette échéance. Le Parlement vient de recommencer son activité. Les élections cantonales ont montré l'angoisse, les préoccupations des Français, les problèmes monétaires sont difficiles. Tout arrive maintenant à un stade où il faut que le gouvernement, les parlementaires, les hommes politiques prennent conscience des aspirations collectives des Français et non pas gouvernent au jour le jour pour des échéances électorales et pour des clientèles. Voilà le fond du débat. Vous dites pas d'attaque personnelle, pourtant vous parlez de la fausse autorité de Jacques Chirac, de la conduite irréfléchie. Ce sont des attaques politiques. Je ne suis pas d'accord avec la manière dont M. Chirac reconnaît, ou plutôt ignore, les aspirations, à mes yeux, des Français, la manière dont il se conduit comme un chef de campagne électorale, d'ailleurs avec beaucoup de talent.
mais dont il ne gouverne pas, à mon sens, pour l'ensemble des Français, mais seulement pour une moitié de la France. Voilà mes critiques, elles ne sont pas personnelles, elles sont politiques. Bon, aujourd'hui, la majorité, vous l'avez reconnu, a subi un revers, elle a besoin de se ressaisir. C'est pas ça qui m'inquiète, c'est pas ça qui m'inquiète. Ce sont les angoisses des Français, ce n'est pas les cantonales qui me paraissent dramatiques, ce n'est pas la difficulté du franc qui me paraît dramatique en soi, c'est l'ensemble du problème, et c'est le refus de M. Chirac, alors là en effet c'est lui directement, d'accepter le dialogue au Parlement, dont le président de la République vient de dire il y a encore 48 heures que c'était le lieu privilégié du débat politique. En effet, c'est le lieu privilégié, sinon ça descendra dans la rue, ce que je refuse absolument. Alors nous avons demandé, avec l'unanimité des députés du groupe réformateur, la semaine dernière, d'accord sur ma proposition, un débat de politique générale approfondi dès la rentrée parlementaire, dès maintenant, et M. Chirac l'a refusé, d'ailleurs sans explication. Mais Valéry Giscard d'Estaing, que vous reconnaissez, lui, vous demande à la majorité de se ressaisir un petit peu, de se serrer les coudes, et vous, dans votre coin, vous donnez un petit peu l'impression de faire bande à part. C'est embêtant. Alors d'abord, je ne suis pas dans mon coin, je ne fais pas bande à part. L'ensemble du groupe réformateur, qui est très important, qui a apporté le renouveau, le deuxième souffle à cette majorité, et qui est dans le droit fil de l'entreprise de M. Giscard d'Estaing, à l'unanimité, je le répète, a accepté la proposition que j'ai présentée la semaine dernière. Et puis le centre démocrate, les radicaux, ces différentes composantes se réunissent et vous avez vu comment ils considèrent qu'il y a un effort à faire de renouveau, un second souffle à trouver. Alors si on va Donc, alors je ne suis pas dans mon coin, mais ensuite vous dites M. Giscard d'Estaing réclame la cohésion de la majorité. J'en suis d'accord, mais à partir d'un accord politique de fond, donc à partir d'un dialogue et d'une conclusion. On ne peut pas réclamer un accord militaire de la majorité. On ne peut pas réclamer le silence dans les rangs. Et il ne le réclame pas, M. Giscard d'Estaing. M. Chirac agit d'une manière un peu militaire. Est-ce que le bout de votre pensée, c'est partez, M. Chirac? Non, parce que ça serait sommaire. Alors est-ce que... C'est M. Chirac a accepté donc le dialogue de fond. Nous verrons quelles sont les conclusions. Et d'après ces conclusions, le président de la République choisira sa politique, son calendrier et son gouvernement. Ça peut être M. Chirac. Mais pourquoi est-ce qu'il refuse le dialogue? De quoi a-t-il peur? Je vous remercie. Demain soir, Mme Alice Saunier-Céité aura déjà en main les premières tendances de la grève générale de l'enseignement supérieur dont le mot d'ordre a été décidé, vous le savez, à Amiens. Un accord s'est finalement fait entre l'UNEF, plutôt réticente au départ, et les organisations d'extrême gauche, un accord sur 2 points, cette grève générale à partir de demain matin et une journée d'action nationale le 15 avril. Le secrétaire d'État aux universités va donc demain soir répondre aux questions de 4 journalistes sur l'ensemble des problèmes de l'université et en particulier sur cette réforme du second cycle qui est refusée par la majorité des organisations d'étudiants et d'enseignants. Pour l'instant, c'est un peu un dialogue de sourds car les étudiants des assises d'Amiens acceptent de rencontrer les ministres mardi, mais apparemment sans aucune illusion de succès. Nous ne négocierons pas la réforme, nous ne l'amenderons pas, nous pensons qu'elle est inacceptable. Notre mot d'ordre reste abrogation de la réforme du second cycle. Si mademoiselle la secrétaire d'État veut recevoir des délégués étudiants, nous irons, mais nous irons pour lui dire simplement que nous lui demandons de retirer son projet. C'est un nouveau paradoxe dans la vie de Concorde qui déjà n'en manquait pas. Autant sa première liaison commerciale Paris-Rio a été environnée d'éclats, autant la seconde, ouverte hier, Paris-Caracas, s'est faite discrètement. Dorénavant, une liaison par semaine par Concorde entre la France et le Venezuela. En attendant le déblocage de la situation aux États-Unis, cette nouvelle liaison commerciale fait figure de nouvel acte de foi dans l'avenir du supersonique. 7167 km, 6 heures, le tout pour 5245 francs. Avec cette seconde ligne commerciale, Concorde est entré dans la routine de l'exploitation. Bref, pour ce qui relève de la pratique du quotidien, Air France a digéré l'appareil à une vitesse record. Côté rentabilité, c'est une autre affaire. La ligne de Rio marche correctement, une moyenne de 69 passagers sur 100 places à chaque vol. À Caracas, c'est un pari et les responsables se montrent très prudents. Et le 24 mai, ce sera au tour de Washington, en attendant, bien sûr, New York. New York, c'est le verrou qui a cassé la vente et qui peut aussi casser l'exploitation commerciale. La réponse, pas avant plus de 6 mois, pas avant l'élection du nouveau président des États-Unis. En attendant, la France pratique la méthode Coué, exploiter partout où cela est possible, peut-être même à perte, espérant ainsi vendre l'avion au détail, siège par siège, à défaut de pouvoir le faire à l'unité. Reste bien sûr le gros problème, la poursuite de la fabrication.
chose que je puis vous dire, c'est que l'attitude constante du gouvernement français est que, quelles que soient les circonstances, l'on préserve en toute hypothèse l'outil de production de façon à pouvoir redémarrer la chaîne à la cadence qu'il faudra dès lors que les commandes se préciseront. Mais techniquement, c'est possible d'arrêter comme ça pendant 6 mois et de redémarrer? C'est précisément ce que nous voulons éviter quand je dis que nous voulons, que nous désirons conserver l'outil de production. Ceci implique que nous ne démantelions pas les équipes qui travaillent actuellement à la production. Pour croire en Dieu, il faut d'abord se mettre à genoux et prier, disait Jean-Jacques Rousseau. Après tout ce que Français et Anglais ont fait et dépensé pour cette merveilleuse folie depuis 15 ans, c'est presque facile. Surtout lorsqu'on est sûr, pour les 10 ans qui viennent, d'être les seuls à pouvoir rattraper, sinon l'argent, du moins le soleil. Le ministre de l'Éducation va soumettre à la fin de ce mois au Conseil supérieur de son ministère un calendrier de dates de vacances dans lequel, comme cette année, sera tentée une expérience d'étalement des vacances. Voici, sous réserve de modification du Conseil supérieur de l'Éducation, les dates des vacances de février, disons celles de Mardi Gras, et puis vous allez le voir, celles du printemps, c'est-à-dire les anciennes vacances de Pâques. J'insiste, il s'agit bien de l'année 1977. Pour ce qui concerne les zones A, B et C, je vous signale que toujours en 1977, la composition des zones A et B sera inversée par rapport à cette année. L'étalement des vacances a d'ailleurs été, vous savez, le thème de l'expérience organisée par Radio France et Antenne 2 à Épernay aujourd'hui. Cela s'appelait La clé sous la porte. Et je vous invite à rejoindre Jean Lanzy qui va nous en faire le bilan. Gare d'Épernay, je joue le jeu du départ en vacances, puisqu'on a demandé à tous les Sparnassiens, c'est le nom des habitants de cette ville, de faire semblant de partir en vacances en ce 11 avril, c'est un peu tôt mais il y a déjà du soleil, faire semblant pour symboliser l'exode massif des Français, chaque fois qu'ils partent en vacances réellement, entre le 14 juillet et le début du mois d'août généralement. Alors ils vont symboliser cela. Ceux qui partent par le train sont ici dans un train qui ne va nulle part, mais qui va tout de même démarrer tout à l'heure et faire un petit tour du côté de Reims et revenir ici plus tard. Et ceux qui partent en voiture, nous allons les suivre tout à l'heure. Mais déjà, dans l'immédiat, c'est le train des vacances qui ne va pas en vacances, mais qui vous montre combien, quand un train est plein, ce n'est pas très agréable de se rendre au soleil pour se reposer. C'est la première symbolisation de cette opération qui est une sorte de psychodrame auquel participent les autorités et jusqu'aux hélicoptères. « 16h30 de l'hélicoptère, le terrain d'aviation qui, transformé en parking, reçoit ceux qui partent en voiture, qui sont partis, qui sont arrivés, habillés comme en juillet, équipés pour l'été. Ils font semblant d'être en vacances, donc, tous ensemble, séance préparatoire au camping estival. Au total, on estimera à 3500 voitures environ le nombre de celles qui sont venues sur ce terrain d'aviation, transformé en parking. Si l'on compte les 600 personnes qui sont parties par le train, on aboutit à la moitié de la ville d'Épernay qui a mis la clé sous la porte. Elle s'est vidée d'un coup et ce n'est pas raisonnable. C'est le symbole de notre déraison annuelle à nous Français, le non-étalement des vacances. Imposé, oui, on le sait bien, par le chômage industriel du mois d'août, par 10 semaines de vacances scolaires chaque été et aussi par les habitudes acquises. Bon, les conséquences symbolisées à Épernay aujourd'hui, qui les ignore? Paralysie routière, engorgement hôtelier, et puis aussi la fatigue là où on recherche le repos. On ne remédie à cela que très lentement, par exemple l'an prochain, pour Pâques, des vacances scolaires différenciées par groupe, comme celles de février l'ont été cette année. 18h, l'opération d'Épernay touche à sa fin. La clé sous la porte, il va falloir la reprendre et retourner en ville. L'opération Épernay, Radio France Antenne 2 n'est qu'un psychodrame à l'image de la moitié de la France qui prend des vacances ensemble d'un seul coup. La suite, le samedi 31 juillet. Triste sort au cinéma que celui de la plupart de nos acteurs comiques. 9 fois sur 10, on dirait qu'ils ont été ramassés dans une rafle.
Parfois, ils semblent devoir échapper à la malédiction qui pèse sur eux. Ils triomphent alors dans Le Juge et l'Assassin, par exemple, ou dans Le Téléphone Rose. Aussitôt, on s'extasie. On avait bien dit qu'ils étaient capables de faire autre chose que de craquer leurs pantalons et de recevoir des tartes à la crème. On applaudit, encore bravo. Mais le temps passe, on oublie. S'ils veulent continuer à exercer leur métier, il leur faut retomber dans leur piège à Pierre Mondy, leur piège à Michel Galabru, à Michel Serrault, à Jean Lefebvre. Malheur en France à ceux qui ont choisi de ne pas faire pleurer. Ils sont sévèrement punis. Pour un acteur chez nous, il n'y a pas 36 solutions. C'est le mouchoir ou le caleçon. Finalement, ce n'est pas seulement un problème pour des comédiens, mais aussi pour des parents qui cherchent désespérément où ils peuvent conduire leurs enfants au cinéma un jour où il n'y a pas de Walt Disney en vue et qui croient avoir trouvé un refuge dans le confort d'un film comique. Encore heureux s'ils n'entendent pas, comme moi l'autre jour, les rires gênés de leur progéniture. Cela se passait dans une salle où l'on projetait le dernier film de Gérard Pires, L'ordinateur des pompes funèbres. Que voyait-on? Eh bien, sur l'écran, Jean-Louis Trintignant, couché sur un lit, caressait ce qu'il appelle les zones érogènes de Bernadette Lafont, en attendant de harnacher Mireille d'Arc avec toutes sortes de chaînes prétendument érotiques pour la pousser dans les bras de Bernard Fresson, dont on avait bien prévenu avant qu'il était cardiaque. Vous me direz pourquoi des parents emmènent-ils leurs enfants voir ça? Eh bien, plusieurs m'ont répondu, ils avaient pensé qu'ils n'auraient pas de mauvaise surprise en voyant un film comique, pas d'autre en tout cas que celle de la sottise, on peut rêver. Je suis d'autant plus heureux dans ces conditions de signaler la réussite brillante des Œufs brouillés, un film de Joël Santoni et Jean Courtelin. Pourtant, le sujet avait tout pour que l'on se casse la figure. Un président de la République qui s'invite à dîner à tout bout de champ chez ses administrés des couches populaires pour remonter son image de marque, ça vous paraît plausible. Tout cela parce que les sondages lui sont défavorables. On se demande où les scénaristes vont chercher leurs idées. Pourquoi pas, tant qu'on y est, un petit air d'accordéon. Eh bien, les auteurs ont très bien su éviter les écueils qui les menaçaient, à commencer par celui de tomber dans le genre sketch de chansonnier. Leur film est constamment drôle et piquant. Certes, parfois, on a du mal à admettre qu'il suffise à un brave type ayant le visage de Jean Carmet de se montrer à côté d'un chef d'État pour qu'aussitôt la confiance renaisse et que toute la nation se mette à voter en bloc pour le gouvernement. Il y a aussi qu'on a un petit peu l'impression que les œufs brouillés désormais sont en retard d'une guerre ou, si vous préférez, d'une consultation électorale, d'une élection cantonale. Tout va si vite qu'on ne se croit plus à l'Élysée en 1976, mais au Palais Royal, celui de la Biche en 1851. Quoi qu'il en soit, outre cette drôlerie de ce film, Les Yeux brouillés, cet ouvrage nous fournit un autre motif de nous réjouir. Il n'y a pas tellement de pays, en effet, où on ait le droit de montrer son adresse au tir en visant une cible aussi haute. Il fallait jouer l'As, le 4 et le 7 pour gagner le tiercé aujourd'hui. Ce tiercé se disputait dans le prix des épinettes à Longchamp. Et vous voyez l'arrivée. Il a été remporté par Malakat, suivi de Loosen Up et de Rex the Tollhouse. Après photographie pour la seconde place. Voici l'arrivée. Je n'ai pas encore, je crois, les rapports. Non, nous ne les avons pas. Une lecture attentive de la carte météo révèle ceci. Une zone faiblement pluvieuse affectera, disent les spécialistes, le matin les régions allant du bassin aquitain aux Ardennes pour atteindre dans la soirée les régions allant des Vosges au nord des Alpes et aux Pyrénées-Orientales. Elle sera suivie, cette zone faiblement pluvieuse, sur la moitié nord-ouest d'un temps plus variable, avec de belles éclaircies mais parfois quelques averses dans le nord. En revanche, dans l'est et le sud-est, le temps restera ensoleillé. Je vous propose à 23 h un nouveau rendez-vous avec l'actualité pour la dernière édition. En attendant, la rédaction d'Antenne 2 me prie de vous souhaiter une bonne soirée.